pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Bamako abrite les 3e journées nationales de cybersécurité. Les régulateurs numériques du Burkina Faso et du Niger aux côtés de l'autorité malienne des télécommunications, TIC et Poste. Ensemble, ils vont réfléchir sur les voies et moyens d'assurer la protection de l'indépendance, moyens d'assurer la numérisation dans notre cyberespace. Approvisionnement du pays en carburant. Le gouvernement s'inquiète de la fourniture du liquide précieux dans les stations-service à essence de la place face aux populations. Rappel des efforts consentis. Nous sommes mardi 28 octobre. Bonsoir à tous. Bienvenue aux informations. Toutes nos excuses dans le titrage de ce journal. À la primature, on fait le point des activités menées au cours de la semaine écoulée. C'est à la faveur de la réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes dirigé par le Premier ministre. Justement, le général de division Abdoulaye Maïga demande aux membres du comité de mettre les bouchées doubles pour qu'on sorte de cette situation. Situation qui ont pour nom fermeture des écoles jusqu'au 10 novembre, détermination de stations-service à essence dédiées à certains véhicules ainsi que la mise en place d'un dispositif de traçage des camions-citernes. On en sait plus avec Mamari Kone et Aliou Touré. À l'ordre du jour de cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le point de la situation et les dernières recommandations en vue de poursuivre en toute sécurité l'approvisionnement du pays en carburant. Le comité s'est réjoui des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires nationaux pour faire face à cette situation exceptionnelle. Le chef du gouvernement a salué le patriotisme économique des opérateurs du secteur des hydrocarbures et a exprimé toute sa satisfaction suite au récent ravitaillement des stations de distribution. Le comité s'est félicité des instructions pertinentes des autorités dédiant certaines stations de distribution aux véhicules de transport en commun comme les Sotraman, les taxis, les bus interurbains, les camions gros porteurs, les tricycles. L'objectif est de favoriser la mobilité des masses et à désengorger les stations-service afin de fluidifier le ravitaillement en carburant des populations. Une attention particulière est accordée aussi aux véhicules d'urgence comme les ambulances, les corbillards, entre autres. La réunion s'est penchée également sur le ravitaillement des capitales régionales, notamment Ségou, Mopti et Koutiala. Des dispositions urgentes sont envisagées pour approvisionner ces régions fortement touchées. La réunion a toutefois déploré certaines pratiques d'éléments des forces de l'ordre qui entravent les efforts en cours. Pour prévenir tout manquement, la police militaire est déployée sur le terrain et a pour consigne de sanctionner tout agent pris en infraction. Le comité interministériel rappelle aussi que le prix à la pompe reste inchangé et met en garde contre toute spéculation et surenchère. Le Premier ministre chef du gouvernement, au nom du président de la transition, a réitéré ses chaleureuses félicitations aux femmes, aux pétroliers, aux transporteurs, aux chauffeurs et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la crise pour la détermination et la mobilisation générale au service exclusif du Mali. Penchons-nous justement sur un des éléments de cette réunion, précisément l'approvisionnement du pays en carburant. Le gouvernement y travaille et on vient de l'entendre, mais cela ne suffit pas. Il va aussi sur le terrain pour s'enquérir de la fourniture du liquide précieux dans les stations-service à essence de la place. Face aux populations, rappel des efforts consentis par les autorités de la transition pour satisfaire tout le monde. Nos ministres de sortie ont aussi appelé au calme et au respect des rangs. Djema Moussa Konaté, reportage.
C'est pour se rassurer de la bonne distribution du carburant à la population que ces deux membres du gouvernement ont effectué cette visite dans certaines stations. Sur place, les ministres ont échangé avec les usagers, les gérants et pompistes sur l'évolution de la distribution de carburant. Ils les ont félicités pour leur résilience avant de les inviter à travailler pour satisfaire les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation assez difficile et nous comprenons aujourd'hui tous les défis que la population est en train de vivre. Donc il était important à un moment donné, à travers le ministère du Développement social et de la jeunesse, sur instruction des plus hautes autorités, de venir voir d'abord ce qui se passe ici, comment les réconforter. Nous comprenons tout ce qui se passe et avec eux de comprendre quelles sont leur perception de la chose. On les remercie beaucoup pour leur résilience, on les remercie pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire, mais savoir que le gouvernement et que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pensent à tous ces Maliens qui sont là, qui sont en train de passer des nuits et des nuits à la recherche de carburant. Mais c'est pendant les moments les plus difficiles qu'on doit resserrer les rangs et nous entraider. Les usagers saluent les efforts consentis par le gouvernement dans l'approvisionnement du pays en carburant. Ils encouragent les membres du Conseil national de la jeunesse pour leur implication dans l'organisation de la distribution du carburant dans les différentes stations. On fait toujours confiance à nos autorités. On prie le bon Dieu qu'Allah protège le Mali et surtout on souhaite aussi qu'ils puissent vraiment trouver une solution rapide, que cette crise puisse vraiment finir. Les autorités maliennes, on va continuer à les soutenir aussi à 100%. Malgré la conjoncture difficile, chacun est en train de faire des sacrifices sur soi-même pour qu'on puisse quand même atténuer cette crise-là. Et nous en sommes très sûrs, avec la solidarité et la mobilisation de toutes les couches et la résilience de la population, nous allons relever ces défis. Les deux ministres ont apporté à manger et à boire aux usagers, un geste qui témoigne de la solidarité des autorités de la transition envers la population malienne. Et à la suite de l'annonce des autorités de faire le choix des stations à essence pour le ravitaillement prioritaire des transports en commun, l'une des équipes de reportage de ORTM2 dirigée par Ibrahima Souri Traoré est allée faire le constat, le reportage. Bamako circule de nouveau avec ses nombreux transports en commun à l'image des Sotrama et taxis. Les retrouvailles avec un train de vie rendu possible grâce à l'arrivée d'un important convoi de citernes. À la suite de cela, les stations-service ont été choisies pour distribuer du carburant uniquement à des véhicules prioritaires comme ceux destinés au transport de la population. Une mesure saluée par les premiers concernés. C'est vraiment une bonne idée de donner la priorité au transport en commun concernant l'approvisionnement en carburant. Le transport joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un pays. Le développement même d'une nation est en quelque sorte lié aux moyens de déplacement. Sinon, je salue l'initiative qui a pour but de donner la priorité à ces véhicules-là. C'est aussi un soulagement pour Brahima Koulibaly qui emprunte le transport en commun pour ses déplacements. Pour nous citoyens, les moyens de déplacement comme les transports en commun nous sont vraiment indispensables. Nous remercions les autorités et appelons la population à la résilience. Par rapport à la décision, le Conseil malien des transporteurs routiers fait aussi état de ces constats. Effectivement, je pense qu'avec le dernier convoi qui est arrivé de carburant, il faut reconnaître quand même que l'État est en train de faire de plus en plus des efforts vraiment pour essayer de satisfaire tout le monde. En tout cas, nous, à notre niveau, je pense qu'il y a eu un dispatching qui nous a permis aujourd'hui de prioriser tous ceux qui font le transport urbain, à savoir les Sotrama, les taxis et autres, pour vraiment essayer de satisfaire les besoins de la population. Malgré un effort considérable des autorités pour que la situation revienne à la normale, on constate des irrégularités au niveau du prix des transports. Personnellement, je témoigne une augmentation des prix pour certains transporteurs. Mais
pas tous. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'augmenter les prix. Ceux qui le font, je les appelle à la raison, car ce n'est pas une bonne chose. Une pratique que dénonce le Conseil malien des transporteurs routiers. Je pense qu'aujourd'hui, de façon officielle et à notre niveau, les prix n'ont pas changé. Je pense que l'État a fait l'effort de maintenir les prix et aujourd'hui, les personnes que nous encadrons, à savoir que ce soit les taxis, les Sotrama et autres bus, mais prennent le carburant au prix officiel. Donc il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison d'augmenter 1 centime sur le prix officiel de transport dans les différentes lignes. En tout cas, c'est une situation que nous dénonçons. Nous pensons que la solidarité veut qu'aujourd'hui les gens maintiennent le prix normal de transport, surtout qu'il n'y a eu aucune augmentation. Des dispositions sont également prises par l'État pour mettre des bus à contribution dans un élan de solidarité. L'État quand même nous a sollicité, donc en tant qu'effectuaire des transports, nous avons mobilisé un certain nombre de bus pour au moins faire le ramassage autour de Bamako et ramener les populations pour que les gens, ceux qui logent tout autour de Bamako, puissent regagner la ville, aller dans leurs occupations et le soir aussi les ramener. Donc c'est une opération qui vient juste de commencer. Donc vraiment, on espère que dans les jours à venir, ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus visible. Et ça va jouer, nous l'espérons bien, un grand rôle dans le problème de transport que les Maliens vivent présentement. En tout cas, les Maliens auront quand même compris une chose durant ces temps-ci, c'est que face à l'adversité, seul un esprit de patriotisme, de résilience et de solidarité est nécessaire pour contrecarrer tout projet visant à déstabiliser la quiétude de la population. Les citernes sont là, les stations sont désignées pour le ravitaillement des véhicules prioritaires et peu à peu, la ville de Bamako et environ retrouve leur bon train de vie quotidien. La solidarité malienne pleine et entière est toujours face à cette situation de carburant. Les Maliens continuent d'appeler leurs compatriotes à la résilience encore et toujours. Ce soir, les représentants du Grand Forum du Mandé et Ensemble pour le Mamala s'expriment. C'est au micro de Awadama Koulibaly, Aruna Diarra et Al-Kaou Traori. Dans cette situation, les Maliens ont besoin d'exprimer leur solidarité les uns envers les autres. Les Maliens ont besoin de s'unir pour affronter ces difficultés. Voyez-vous, comme les Malinqués le disent, le Mali croit que nous voulons bâtir ne peut pas se faire dans la facilité. Et cette crise qui est provoquée, et moi je suis très heureux de voir que les Maliens, depuis le début de cette crise, font montre de beaucoup de résilience et de stoïcisme, parce qu'on n'entend pas les gens crier, chacun, si vous voulez bien, endure cette situation avec courage, dévouement et patriotisme. Alors, dans cette douloureuse situation, le Grand Forum du Mandé lance un appel à la solidarité nationale, à la mobilisation nationale, pour tenir bon et pour tenir en échec, si vous voulez bien, les ennemis du Mali et leurs parrains internationaux. C'est le moment pour nous, plus que jamais, de resserrer nos rangs et intensifier notre capacité de résilience en nous levant comme un seul homme pour soutenir nos autorités dans leur combat. J'en appelle à la vigilance et à l'union sacrée. Le mouvement Ensemble pour le Mamala, fidèle à ses vidéos de paix, de solidarité et de cohésion sociale, invite les Maliennes et les Maliens épris de paix et de tolérance à se départir de l'amalgame et de la stigmatisation afin de barrer la route aux forces du mal. La situation n'est pas au-dessus de nos moyens, loin s'en faut. Si la République du Mali est vieille seulement de 6 décennies, la nation malienne, elle, est vieille de plusieurs siècles. Elle a connu ces vaillants fils qui nous ont légué des valeurs cardinales nous permettant de braver toutes les épreuves. Forts dans l'union, nous vaincrons. Bamako abrite les 3e journées nationales de cybersécurité. Les régulateurs numériques du Burkina Faso et du Niger, aux côtés de l'autorité malienne des télécommunications TIC et Poste. C'est le ministre de la Communication Al-Hamdou Ag Ilien qui a donné le top départ des travaux aujourd'hui même, cet après-midi. On va y revenir au cours de ce journal. Notre pays brille à Dakar lors de la journée qui lui est consacrée au Salon international des médias d'Afrique. Je vous rappelle que le Mali est le pays invité d'honneur
d'honneur de cette première édition et on a mis les petits plats dans les grands pour honorer cette distinction. Le président de la Maison de la Presse est à la tête d'une forte délégation. Bandjougou Dante et 2 de ses confrères maliens ont pris part aujourd'hui à 2 panels qui mettaient l'accent sur la situation de précarité des médias africains et la qualité de traitement de l'information dans les pays traversant une crise. Mohamed Kentao, Sidiki Balo sont nos envoyés spéciaux. Les médias servent la société au quotidien, mais encourent toujours des risques. En lançant cette phrase, l'ancien directeur général du journal Le Soleil du Sénégal évoque la situation de précarité et de détresse de la presse africaine. Et c'est à travers le panel sur l'économie des médias et l'innovation. Chaque panéliste s'est penché sur le vécu de son pays. Celui du Mali n'en demeure pas moins. La presse, en général, pratiquement africaine, connaît les mêmes réalités. Nous, malheureusement, vivons dans la précarité. Et il faudrait justement aujourd'hui essayer de trouver des mécanismes de voies et moyens pour que la presse puisse être une presse d'abord indépendante, mais également une presse responsable. Parlant de ce panel, la situation du Mali devient une parfaite illustration, car vivant une crise multidimensionnelle depuis des années. Sans embâche, le chef de la délégation malienne a fustigé les mauvais traitements de l'information de certains médias au détriment des pays du Sahel. Certes, le contexte sécuritaire est compliqué. Les textes qui s'appliquent à ces médias ne sont pas en phase avec la réalité. Nous croyons que tout le monde est sincère jusqu'à ce que l'un montre sa mauvaise foi. Il y a eu trop de manipulations chez nous. Et lorsque des gens que nous avons nourris, entretenus, ne parlent que du mal de chez nous. La manipulation, c'est lorsque des gens ne voient que ce qui est négatif au Mali. Et ils ont appris à connaître cette population et lui faire ce qui lui fait véritablement mal. Ils vont jusqu'à couvrir l'actualité malienne à partir des pays voisins amis, sur du faux. On peut parler de différents cas. Jeune Afrique, il faut le nommer. Un journaliste qui quitte son pays, il vient sans accréditation. Nous produisons un communiqué de condamnation par rapport à son expulsion. Et les mêmes journalistes vont jusqu'à vouloir désigner les bons et les mauvais parmi les journalistes maliens, alors que nous les avons défendus. Prenez un média comme RFI et France 24. Des activités de défense des journalistes qui sont organisées par les maisons de la presse sont censurées. Et on préfère entendre les voix qu'on veut entendre. Ces médias vont souvent jusqu'à aller chercher des témoignages chez les voisins, en ignorant les acteurs. Ça, c'est des dimensions que RSF doit pouvoir prendre en compte dans ses déclarations. Et certains pays, en l'occurrence la France, vont jusqu'à souhaiter soutenir des terroristes sur des militaires. Au cours de ces 2 panels, la jeune génération d'hommes des médias est invitée à plus de professionnalisme, car la quête pécuniaire de l'information impacte négativement la qualité et l'indépendance de la profession de journaliste. Voilà, le président de la Maison de la Presse au Salon international des médias d'Afrique. Voyons maintenant, toujours par rapport à la situation de l'approvisionnement du pays en carburant, comment s'organise la distribution donc du carburant dans les stations à essence en ce moment où la demande dépasse de loin l'offre. Les forces de l'ordre, les jeunes et certaines bonnes volontés aident beaucoup. Comment? C'est Abdul Karim Kaba qui nous répond. Solidarité, entraide et volonté de rendre service caractérisent les gestes des personnes de bonne volonté dans les stations. Sur la rive gauche, par exemple, certaines stations forcent l'admiration avec le service remarquable des forces de l'ordre afin de servir le maximum d'usagers sans tracasserie. Vraiment, les autorités font. Moi, je suis Fousseni Samaki. Depuis 9h, on met une autorité qui est à disposition de transport en métro. On met ala k'u sara ordre an se ka da la yɛrɛ ko nin bɛ kɛ parce que an ɲɛ bɛ surasi mobile la bargo mu kɔnɔ mɛ o tɛ ka servi ni kun y'a ɲininka an b'a ŋun bɛ ka servi depuis a ko in daminɛra mɛ bi u ma servi tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli ni ka tanu b'o ye sans mentir. yan baara organiser cogoya tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɔgɔn tɛ yen depuis ko in daminɛna ne bɛ nin sanction ɲɔgɔn na ye n'o tɛ ne yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya min na ne de b'a dɔn mɛ n y'a muɲu quoi. o ko ɲumanba ye
parce que an bɛɛ essence sɔrɔ yan nɔ a ye ko ɲumanba yɛrɛ de walayi an y'a sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ dan ne la nɔgɔya dan walayi an ma tɔɔrɔ an ma fosi an ma siya an ma fosi ne yɛrɛ nana ma fa seli fana wagati n ye essence sɔrɔ mina. non tiɲɛ la a diyara n ye a bonyana ma yɛrɛ de walayi a diyara n ye a bonyana ma yɛrɛ de walayi. L'organisation est de telle sorte que les transporteurs, les usantistes, corbières et les services techniques ne souffrent dans leur ravitaillement. Vraiment, non bara no ajara wala ou seke wala pour tout seke wala pour tout sera sous armes ou be seke wala parce que derrière les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire les besoins de la population en hydrocarbures. Donc mais le plus difficile c'est ça. Maintenant ce que nous devons faire en tant que citoyens c'est de s'organiser, être disciplinés. Rester derrière ces autorités et appliquer les règles qu'il faut pour que chacun puisse être servi et remonter cette situation qui est très difficile pour tous les Maliens. Les mesures prises par les autorités de la transition sont appréciées. C'est pourquoi les usagers louent les efforts consentis. La jeunesse de CNJ travaille en symbiose avec les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre, sensibiliser la population et donner les bonnes informations aux passagers. Et surtout d'encourager à la solidarité collective aujourd'hui, parce que tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes confrontés à une situation qui est un peu difficile. Mais aujourd'hui, la population malienne montre à suffisance que nous sommes solidaires, nous sommes engagés et très résilients à soutenir cette vision des plus hautes autorités, à défendre la souveraineté de notre pays. Dans ces stations-service, les mesures des autorités sont appliquées au grand bonheur de la population. Deuxième édition des journées économiques du Burkina Faso à partir de demain 29 octobre jusqu'au 1er novembre. Des expositions ventes et des rencontres B2B seront au menu de ce rendez-vous, une véritable opportunité d'affaires qui sera couplée à la semaine régionale de la culture du Faso, la promotion des secteurs porteurs de l'économie des pays membres de la Confédération AES, enjeux, défis et perspectives. Le thème de cette édition placé sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour plus de précision, écoutons Dambélé Julienne Sano, ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Elle est interrogée par Tchemoro Konati. Ces journées économiques se dérouleront cette année du 29 octobre au 1er novembre. Et ces journées se tiendront au Centre international de conférence de Bamako, au CICB. Ces journées sont placées sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne, et également président de la Confédération des États du Sahel. Dès demain, nous allons procéder au lancement de l'exposition avec les transformatrices de nos produits locaux et également les artisans qui auront présenté des objets d'art. Le 30, nous allons procéder à la cérémonie officielle de lancement et cela interviendra à 10h au CICB. Après la cérémonie d'ouverture, nous allons procéder à la conférence inaugurale et également des panels. Et justement, le 31, nous allons passer au B2B. Cela va permettre aux opérateurs économiques de l'AES d'échanger entre eux, de tisser, pourquoi pas, des liens de partenariat. La particularité cette année de ces journées économiques, c'est que nous avons voulu coupler les journées économiques à la SRC. La SRC, c'est la semaine régionale de la culture. Et nous sommes également à notre deuxième édition. Nous allons mettre en compétition des troupes issues de la diaspora burkinabé vivant au Mali. Donc ces troupes vont aller en compétition et justement il va s'agir pour nous de sélectionner les meilleurs qui prendront part justement à la SNC, la Semaine nationale de la culture 2026 à Bobo-Dioulasso. Le premier, nous allons procéder à la clôture de nos activités. Nous remercions
nos plus hautes autorités qui nous ont fait confiance en nous accordant la permission pour la tenue de ces journées économiques. Nous avons eu la première édition qui s'est tenue l'année passée et cela fut une réussite. Cette année, nous comptons vraiment mieux faire. À l'endroit des opérateurs économiques de l'AES, c'est qu'ils puissent répondre massivement à nos journées économiques. Ça s'ouvre demain. Le gouvernement du Burkina Faso veut mettre la formation professionnelle et technique au service du développement endogène. C'est pourquoi il a organisé le Forum national sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et le reportage c'est de Frédéric Nikiema. Développement socio-économique du Burkina Faso. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, veut désormais miser sur les ateliers, les chantiers et les centres de formation. Convaincu que l'essor économique passe par des ressources humaines qualifiées, il entend faire de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique un levier stratégique pour offrir à la jeunesse des compétences concrètes capables de bâtir le socle industriel du pays. Aujourd'hui, nous avons des commandes qui vont équiper les centres de formation professionnelle dans 12 régions et tout cela va être installé avant la fin de l'année. Pour l'année 2026, 170 établissements d'enseignement général vont être convertis en établissements polyvalents. Et dans ces établissements polyvalents, on va avoir plusieurs modèles de formation au métier. Et ces 170 établissements sont répartis sur l'ensemble du territoire. Toutes les provinces sont concernées. Dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le taux d'inscrits en enseignement et formation professionnelle et technique, actuellement de 5%, doit être porté à 60% d'ici à 2050. Une ambition claire, former pour transformer et doter le pays d'une main-d'œuvre apte à innover et créer grâce à des savoir-faire pratiques. Pour atteindre cet objectif ambitieux, ce forum doit être une rampe de lancement pour des réformes audacieuses et structurées. Il me semble avant tout impératif d'aligner les filières de formation sur les besoins réels de notre marché de l'emploi et les exigences du développement endogène. Nous devons former des jeunes qui valorisent nos ressources locales dans des domaines vitaux comme l'agriculture, l'énergie, les mines, l'artisanat et les infrastructures. L'école elle-même devra également produire des richesses. Il ne sera plus question de fabriquer des objets tests à détruire après la formation, mais de produire des biens réels, utiles, tout en apprenant. Le Forum national sur l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, prévu sur 48 heures, se veut un cadre privilégié d'échange et de partage d'expériences entre acteurs. Il fait suite aux rencontres régionales et accueille également des délégations venues de pays frères comme le Mali et le Congo. De ces échanges, il est attendu une feuille de route claire et réaliste pour orienter les futures actions du gouvernement. Au Niger, tenu de cette rencontre régionale sur la révision des contributions déterminées au niveau national, la validation du protocole harmonisé sur le registre carbone de la région du Sahel, de Niamey, le compte-rendu de Gérald Abdoul Aziz et Abibatou Abdourahman. Assurer une cohérence et une synergie entre les processus nationaux de révision des contributions déterminées au niveau national CDN, les cadres d'intervention sous-régionaux et l'agenda global du développement durable et valider les instruments stratégiques pour la région du Sahel en lien avec le marché du carbone, notamment le protocole harmonisé sur la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre et le registre régional du marché du carbone. Tel est le but visé par la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS, à travers cette rencontre régionale. L'initiative a été salué en virtuel par le directeur panafricain de WaterAid, Tanko Youssif Azika, le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, Olman Nassim, et le directeur du financement du développement durable de la BOAD, Moubarak Monkaila, des partenaires qui ont réitéré leur engagement à accompagner la CCRS. Autres partenaires ayant abordé dans le même sens en présentiel, cette fois-ci, l'UNICEF et le PAM. L'UNICEF réaffirme son engagement à accompagner la Commission climat et les États membres
du Sahel, à produire des données et preuves sur l'impact du climat sur les enfants, à renforcer les capacités institutionnelles et communautaires, à amplifier le plaidoyer pour une action climatique équitable, juste et inclusive. Parce que protéger les enfants d'aujourd'hui, c'est investir dans la résilience du Sahel de demain. Nous demeurons engagés à apporter notre expertise technique, notre empreinte opérationnelle et notre base de preuves pour faire des CDN des outils non seulement ambitieux, mais aussi opérationnels et orientés résultats. Le secrétaire exécutif de la CCRS a de quoi se réjouir en ouvrant cette rencontre qui va au-delà des enjeux techniques et opérationnels. Cet atelier se veut un cadre de concertation stratégique et opérationnelle qui permettra de faire le point sur les progrès et les défis de la révision des CDN dans nos pays, d'identifier les thématiques émergentes à intégrer, de créer une plateforme régionale des points focaux CDN pour renforcer la coopération et le suivi cohérent des opportunités de mobilisation des financements. Cette rencontre régionale n'est que le début d'un ensemble d'appuis stratégiques et opérationnels planifiés par la CCRS au profit des parties prenantes au processus de révision des CDN et de l'agenda du marché du carbone de la région du Sahel. Depuis cet après-midi, Bamako abrite les 3e journées nationales de cybersécurité. Les régulateurs numériques du Burkina Faso et du Niger, aux côtés de l'autorité malienne des télécommunications, TIC et Poste. Ensemble, ils vont réfléchir sur les voies et moyens d'assurer la protection et l'indépendance numérique de notre confédération dans le cyberespace à travers une synergie d'action et une mutualisation des ressources. Le ministre de la Communication, Al-Hamdou Ag-Ilien, a donné le top départ des travaux, nous dit Aoulousseini Touré. La cybersécurité est l'ensemble des techniques, pratiques et processus mis en place pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès non autorisés, les attaques malveillantes et les dommages. Cela nécessite des stratégies à construire et des politiques à mettre en œuvre. Les 3e journées de cybersécurité visent donc à contribuer également à la mise en œuvre de ces stratégies en synergie avec les pays frères de l'AES. Notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de cybersécurité qui définit les orientations pour renforcer la résilience des infrastructures critiques, promouvoir la confiance numérique et sensibiliser tous les acteurs, publics comme privés, à la sécurité du cyberespace. Cette édition 2025, qui ouvre ses réflexions à l'ensemble des pays de la Confédération, des États de l'Alliance du Sahel AES, illustre parfaitement la vision partagée d'une coopération régionale renforcée en matière de cybersécurité et de résilience numérique. Débutées depuis hier 27 octobre par des formations au profit des jeunes sur la cybersécurité, elles se poursuivront par des panels, des expositions et des jeux concours en cybersécurité à l'intention des jeunes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les journées nationales de cybersécurité visent en effet à faire tisser des liens entre les jeunes de notre espace afin de mettre en œuvre un tremplin pour notre sécurité collective. Les journées nationales de cybersécurité 2025 en sont effectivement une parfaite illustration. Elles réunissent en effet ici à Bamako des experts de haut niveau, les secrétaires généraux et membres des conseils des régulateurs de l'AES ainsi qu'une jeunesse sahélienne venue du Burkina Faso et du Niger, symbole d'un avenir commun bâti sur la solidarité et l'intelligence collective. Chers jeunes, vous incarnez la relève, celle qui transformera nos ambitions en réalisations tangibles. Votre présence témoigne de la volonté partagée de nos 3 nations de faire du Sahel un espace d'innovation, un espace de sécurité et un espace avec une grande confiance numérique. Le gouvernement du Mali partage pleinement les objectifs des JNC avec le souci permanent d'assurer la sécurité des personnes et du territoire par tous les moyens. Les objectifs de ces journées sont clairs et porteurs d'avenir.
renforcer la résilience collective face aux cyberattaques par un cadre normatif. Promouvoir une sécurité numérique respectueuse des droits fondamentaux et des valeurs communautaires. Encourager la coopération régionale et internationale, le partage d'expériences et le transfert de compétences entre États du Sahel. Mettre en lumière les meilleures pratiques en matière de protection des données, de gestion des identités, de réponse aux incidents et de continuité des services essentiels. La résilience numérique ne se résume pas à la protection des systèmes informatiques. Elle englobe aussi la sauvegarde de nos valeurs collectives, solidarité, transparence, dignité humaine, respect des choix souverains. Dans le cyberespace de la Confédération des États du Sahel, nous devons garantir que les technologies renforcent et non affaiblissent ces valeurs. Le ministre de la Communication encourage la mise sur pied d'architectures de cybersécurité fondées sur l'éthique et l'équité d'accès, des cadres de coopération régionale de prévention et de réponse coordonnée. Restons avec le ministre de la Communication qui a rencontré hier lundi les chargés de communication des différents départements ministériels, les responsables du SIGMA, de l'ERTM et de l'AMAP. Objectif, définir une nouvelle approche visant à mettre en œuvre la souveraineté communicationnelle. Dans cette approche, le rôle des chargés de communication et des médias publics est crucial. Le ministre a insisté sur une certaine harmonie dans la démarche. Nous l'écoutons au micro de Aoulusseini Touré. Il est important qu'on refonde nos pays dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est le secteur de la communication qui fait l'objet de cette réunion. Donc, nous allons échanger, nous allons faire des propositions et nous allons sortir ici unis, n'est-ce pas, avec une seule communication officielle qui s'est faite par les médias officiels de l'État. Je voudrais préciser aux chargés de communication ici que les pages Facebook ou TikTok ou autres des ministères ne sont pas des organes officiels de diffusion de l'information de l'État. Les informations de l'État sont publiées par l'AMAP et l'ORTM, sont diffusées par là. Donc lorsqu'il y a une information importante, il faut qu'on mette un système qui vous permette tout de suite, en collaboration avec les SIGMA, de la mettre à la disposition des médias publics, disons des médias officiels. Ça, c'est un. Deuxièmement, il nous faudrait dégager une communication de souveraineté. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il nous faudrait une communication de souveraineté. Une communication qui vend le Mali, une communication qui loue la décision du Mali, une communication qui explique aux Maliens aussi que quand on décide de prendre sa souveraineté, il y a un prix à payer. Ce que nous vivons ici fait partie. Et sinon, il y a des pays à côté, on ne bloque pas le carburant, on ne bloque rien. Il y a des pays à côté qui ne sont pas démocratiques, mais qu'on ne sanctionne pas. Mais nous sommes sanctionnés à cause de cette position. Et c'est ce que vous devrez d'abord mettre dans la tête des populations. Donc c'est un pays qui a tout sur la tête. Plus l'hostilité extérieure aussi. N'est-ce pas? Il faudrait que vous les sachiez et que vous en tenez compte dans toutes vos communications. Donc, expliquez aux Maliens la situation dans laquelle se trouve le Mali. Expliquez aux Maliens aussi que c'est parce que nous avons décidé de prendre notre souveraineté en main que nous sommes en train de payer les prix et que nous sommes prêts à payer les prix. Parce que la dignité a un prix. On peut vivre dans la souffrance, mais on ne peut pas vivre dans l'indignité. Notre choix est très clair, pas de recul. Et aussi, de faire passer tout cela par, n'est-ce pas, les organes officiels de l'État que sont l'ORTM et l'AMAP. Vraiment ça, j'insiste là-dessus. Il faudrait vraiment que le directeur du SIGMA nous aide beaucoup, que toutes les informations officielles aillent par là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des informations de première importance officielle qui sont publiées par des gens à l'extérieur. Parce qu'ils les prennent sur les plateformes des ministères. Nous faisons tous l'erreur, hein? Mais à partir de maintenant, on ne doit plus la faire. Il faudrait dégager un groupe, par exemple, avec l'ORTM, l'AMAP et les SIGMA, où toutes les informations de première importance doivent être publiées. Et vous nous donnez au moins 30 minutes ou 1 heure de temps avant de la publier, quand c'est une information nationale. Sur un tout autre plan, 17e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes. On en sait plus avec Alpha Maïga.
C'est sur les hauteurs de la colline du savoir, dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement supérieur, que se tient la 17e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude. Une session marquée par deux particularités. Elle consacre la tenue de la première session ordinaire unifiée du corps des enseignants-chercheurs. Une autre nouveauté de cette session est l'adoption du code d'éthique et de déontologie de la CNLA, dont les principes, les valeurs et règles s'appliquent aux membres des instances, aux membres de tous les comités techniques spécialisés, aux instructeurs, aux candidats, ainsi qu'aux autorités académiques et scientifiques. C'est pour évaluer les activités menées par les enseignants-chercheurs, non seulement sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan recherche scientifique. Au total, 395 dossiers, dont 345 réguliers et 50 A réexaminés, seront évalués pour 8 fonctions. Occasion pour le ministre en charge de la question d'instruire et de rassurer. Je puis vous donner l'assurance que votre département, le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les actions conduisant à l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Grandes sont les attentes car les travaux de la 17e session vont durer 3 jours. Il s'agit d'une session unique du corps unifié des enseignants-chercheurs. Les mutations du droit public au sein de la Confédération des États du Sahel et regards croisés sur les transformations normatives, institutionnelles et souverainistes, là, dans le contexte de changements accélérés. C'est le thème d'un colloque international pluridisciplinaire ouvert à l'université Kourougan Fouka de Bamako. Fademba Keita nous en parle. Un véritable colloque international pluridisciplinaire puisque les 9 panels assortis de 6 axes au centre des échanges touchent presque tous les secteurs indispensables au développement des pays de la Confédération des États du Sahel. Ces sujets sont sécuritaires, politiques, socio-économiques, diplomatiques, institutionnels, juridiques et autres. Des débats animés par des experts panélistes nationaux et internationaux sont attendus, des propositions concrètes pouvant relever les nombreux défis qui assaillent les pays de l'espace. Ces colloques rassemblent des enseignants-chercheurs nationaux et étrangers, des chercheurs et des praticiens du droit. Tout ceci contribue à façonner l'avenir de l'AIS et du droit public. L'Alliance des États du Sahel, une réponse régionale aux défis géopolitiques mondiaux et aux normes internationales dans un contexte de diplomatie sécuritaire et de coopération régionale, la fragmentation du droit international, un défi juridique majeur, sont autant de sujets pertinents évoqués. Je pense que cette initiative de la faculté de droit public va davantage inspirer les autres facultés de l'UKB pour que chaque année académique, les activités de ce genre se répètent et donnent l'occasion, et puissent donner l'occasion aux uns et aux autres d'exprimer leurs pensées scientifiques sur des questions parfois d'actualité, des questions d'intérêt commun. J'en appelle donc à tous les participants. Les peuples du Sahel nous observent. Ils attendent de ce colloque des analyses pointues et des propositions ambitieuses pour bâtir sur des bases saines et souveraines la paix, la stabilité et le développement de notre espace commun. Ce colloque international pluridisciplinaire assisté par des étudiants et partenaires initiés par le laboratoire d'études et de recherche en droit public de la faculté de droit public de l'université de Kourougan Fouka de Bamako est un espace de recherche de solutions aux différents problèmes auxquels les gouvernants de l'AES sont confrontés.
Passation de commandement à la tête de l'armée de terre sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Le général de brigade Toumani Koné a officiellement pris le commandement de l'armée de terre ce mardi 28 octobre 2025. Le nouveau CEMAD veut compter sur ses hommes pour la réussite de sa nouvelle mission. C'est ce que nous dit Moussa Kamara dans ce commentaire. C'est à travers cette cérémonie solennelle que le général de brigade Toumani Koné a été officiellement renvoyé à ses nouvelles fonctions. Il reçoit les couleurs nationales, des couleurs qu'il devrait défendre sur toute l'étendue du territoire national. Le général Toumani Koné mesure déjà l'ampleur de la mission qui lui est confiée. Il a invité les différentes troupes à l'union sacrée pour un retour rapide de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Très rapidement, nous allons nous mettre au travail. Dans ce sens, nous allons nous réadapter à l'environnement actuel. Je suis parfaitement conscient que nous vivons dans un ensemble cohérent. Dans ce sens, nous allons travailler en parfaite intelligence avec les autres armées et services. Cet événement symbolise la continuité opérationnelle et l'efficacité du commandement de la défense du territoire. Le nouvel CMAT a rendu hommage à son prédécesseur et a réaffirmé sa détermination à maintenir les caps. Je commence par remercier très sincèrement mon prédécesseur pour le travail qu'il a abattu durant tout son temps de commandement. Dans ce sens, je remercie aussi les autorités qui ont placé à la tête de l'armée de terre pour conduire aux destinées pendant une certaine période. Aux populations, je tiens à saluer et encourager les populations en ces temps difficiles et restons unis et engagés, ensemble nous vaincrons. Après un peu plus de 2 ans à la tête de l'armée de terre, le général Haruna Samake quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Je pars, l'armée de terre demeure. Les acquis engagés ne doivent pas nous faire perdre de vue les difficultés rencontrées. Cependant, les défis restent certes énormes, mais ensemble, nous devons impérativement les relever. En synergie avec les autres armées et services, ainsi que les forces partenaires, et ce dans un environnement confédéral. La permanence et la continuité du service et du commandement exigent de chacun de nous de se remettre constamment en cause pour mieux accomplir les missions assignées, quelles qu'elles soient les circonstances. Le nouveau patron de l'armée de terre est détenteur de plusieurs distinctions. Il a également effectué plusieurs stages et formations au Mali et à l'étranger. Oui, le général de brigade Toumani Koné. Faire de la culture un pilier à part entière du développement local et lui espère et acteur culturel. Et ceux de la décentralisation se penchent sur la problématique à la faveur d'un colloque. Moussa Kamara, Julie Traoré, reportage. Entre engagement, plaidoyer et conviction, les hommes de culture prennent la parole à Bamako. Dans la salle Ouakamisogo du CICB, élus communaux, administrateurs civils et acteurs culturels partagent un même constat. La culture reste insuffisante dans les programmes de développement économique, social et culturel des collectivités. Une insuffisance qu'ils entendent désormais corriger. On n'a jamais parlé de PDSEC sensible à la culture. Je crois que c'est le moment de le faire. Je crois que c'est le moment de réfléchir à des PDSEC sensibles à la culture. La culture, elle est fondamentale dans le développement. Il s'agira pour l'État de procéder à un transfert effectif des ressources dédiées à la prise en charge des compétences dans le domaine de la culture et de la gestion du patrimoine culturel des collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales, d'intégrer non seulement les éléments culturels substantiels dans les PDSEC et budget annuel, mais aussi de tirer les profits à travers du marketing territorial afin de faire la promotion de la culture. Les facteurs culturels plaident pour plus de synergie entre artistes et élus locaux. Depuis 1992 que le Mali est entré dans la décentralisation, c'est en
2016 qu'il y a eu le premier décret qui transfère les compétences aux collectivités en matière de culture. Je crois que ce colloque arrive à un moment où vraiment nous pensons pour la refondation de l'État du Mali, pour la revitalisation du secteur de la culture des territoires. Il faut que ces acteurs, que sont les collectivités, s'impliquent beaucoup. Organisé par le ministère en charge de la culture à travers la cellule d'appui à la décentralisation et à la déconcentration de la culture. Le colloque ambitionne de placer la culture au cœur de la planification territoriale, un engagement réaffirmé par le secrétaire général du ministère en charge de la culture. Le présent colloque s'inscrit parfaitement dans les priorités de nos plus hautes autorités. Il nous incombe donc à chacun, à son niveau, et selon ses compétences, de concrétiser et d'honorer cette volonté politique par des actions concrètes comme la présente rencontre dont il convient de mesurer tous les enjeux. De ces colloques sortiront des propositions concrètes destinées à nourrir les futurs PDSEC. Un plus pour l'année de la culture afin de faire du Mali un pays où chaque commune fait rayonner son identité, où la culture devient enfin un véritable moteur de développement local. Solidarité envers plusieurs personnes âgées et vulnérables des villages voisins des mines d'or de Sadiola et Korati Sud, une action de la société Simos, Kansutu Kanute était à la cérémonie de remise. Dans son élan de solidarité, la Semence SA a offert des kits composés de sacs de riz, sucre, d'huile, de pâtes et de lait à 26 personnes âgées et à 65 personnes vulnérables des villages voisins des mines de Sadiola et de Korali Sud. La valeur monétaire totale de ce don, qui s'élève à 11 352 000 francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 30e édition. Depuis que nous sommes investis dans cet élan de solidarité agissante, de nombreuses familles démunies ont pu bénéficier de l'eau de vivre des produits alimentaires, consultation médicale gratuite, de dépistage précoce, la sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer tout notre engagement, de faire en sorte que les communautés hautes se sentent mieux. Nous sommes vraiment reconnaissants et j'ose espérer que ça serait une question de pérennisation et votre élan de solidarité nous marque à plus d'un titre parce que vous nous aidez dans notre tâche noble qui est l'État qui accompagne les communautés à travers sa politique d'action de l'action sociale. Depuis 3 décennies, les plus hautes autorités du pays ont consacré le mois d'octobre au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, visant à rappeler à tout un chacun la valeur cardinale que constitue la solidarité. Il nous plaît d'adresser à la Semence nos sincères remerciements pour ces gestes hautement salutaires et l'inviter surtout à maintenir cet élan de solidarité en faveur des couches les plus vulnérables de l'ensemble du cercle de Sadiola. La remise des kits aux récipiendaires a mis fin à la cérémonie de solidarité dans la commune rurale de Sadiola, située à 70 km de Caille. Modernisation de l'appareil judiciaire malien. Parmi les réformes phares, la suppression des cours d'assises, désormais remplacées par la chambre criminelle du tribunal de grande instance. Notre chronique judiciaire revient plus en profondeur sur cette avancée majeure d'une justice plus équitable, plus efficiente et résolument tournée vers le respect des normes internationales. C'est avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Une institution séculaire s'efface du paysage judiciaire. Il s'agit de la cour d'assises. Cette juridiction chargée de juger les crimes les plus graves disparaît définitivement dans le code de procédure pénale en vigueur. En son lieu et place, la chambre criminelle intégrée au sein du tribunal de grande instance. Toutes ces infractions de gravité élevée, ce qu'on appelle crime, étaient déférées en principe pendant plus de 60 ans devant les cours d'assises. Depuis quelques mois, précisément au mois de juin, aujourd'hui les cours d'assises n'existent plus, ont été supprimées. La suppression de la cour d'assises n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long processus de réflexion sur l'efficacité, l'accessibilité et la modernisation de la justice pénale. Pour organiser une session d'assises, ça demande des coûts financiers extrêmement élevés. En termes des membres même qui composent ce qu'on appelle le jury, qui doivent compléter la cour en même temps que les magistrats professionnels qui ne sont pas toujours domiciliés ici à Bamako. Donc il faut faire venir toutes ces personnes-là pendant plusieurs mois, parce que les sessions d'assises durent des mois.
et assurer leur entretien, leur hébergement, leur transport. Et la même chose vaut pour les témoins aussi qui peuvent être appelés à comparaître devant cette cour pour témoigner. Tout ceci, c'est des coûts financiers extrêmement élevés et qui font que dans l'année, il est difficile de tenir plus de 3 sessions d'assises dans l'année. Et une session d'assises, c'est à peu près entre 50 et 60, maximum 80 dossiers que les cours d'assises examinent au cours d'une session. En parlant de 500 dossiers en attente de jugement, si vous faites un petit exercice, vous vous rendez compte que en organisant ne serait-ce que le maximum de sessions dans l'année, vous jugerez au maximum 200 dossiers sur les 500. Donc il y a 300 dossiers qui vont rester, 300 détenus qui vont encore attendre d'être jugés. Et dans quel temps est-ce qu'on pouvait continuer avec ce même dispositif en laissant croupir des accusés en prison pendant des années et qui attendent de juger simplement parce qu'on n'a pas encore organisé des sessions d'assises? Trop lourde, trop coûteuse, trop lente, la cour d'assises, avec ses procédures parfois archaïques, peinait à répondre aux questions d'une justice rapide, équitable et compréhensible pour tous. En revanche, la nouvelle chambre criminelle, tout en conservant la gravité nécessaire au jugement des crimes, s'inscrit dans une logique de rationalisation et d'efficacité. Avec les chambres criminelles qui vont désormais fonctionner, une fois que l'affaire est réglée, bouclée, on n'a plus besoin d'attendre des années. C'est-à-dire on peut tenir des audiences criminelles une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Ça dépendra du rôle, du volume de travail qui existe au niveau du tribunal concerné. Loin d'être une régression, cette réforme renforce certains principes essentiels du procès pénal. Ainsi, le principe de la plénitude de juridiction est maintenu. Mieux encore, l'obligation de motivation des décisions devient une règle intangible. Là où les arrêts d'assises étaient parfois rendus sans justification écrite, en vertu du secret des délibérations, chaque jugement de la chambre criminelle devra désormais être justifié. Autre avancée majeure, le droit d'appel est consacré. Désormais, toute partie au procès, qu'il s'agisse de l'accusé, de la victime ou du ministère public, pourra attaquer la décision rendue devant une juridiction supérieure. Un accusé qui est déféré devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance et qui est condamné, s'il estime qu'il a été condamné à tort, il peut relever appel et cette même affaire sera examinée de nouveau devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Donc ses droits sont mieux garantis. Avec l'effet que l'affaire est réexaminée aussi bien sur le point de fait que sur le point de droit. Le principe de double degré de juridiction, c'est un des principes fondamentaux en matière de distribution de la justice pénale. La réforme prévoit également la tenue d'audiences criminelles de manière permanente, conformément à l'article 480 du nouveau Code de procédure pénale, une disposition qui devrait avoir un impact immédiat sur la fluidité du traitement des dossiers et par ricochet sur le désengorgement progressif des établissements pénitentiaires. Dans le nouveau code, il est prévu qu'à toutes les phases de la procédure, c'est-à-dire depuis le début, depuis la phase d'enquête, les unités d'enquête au niveau des commissaires de police, des brigades de gendarmerie ont l'obligation d'informer déjà les victimes par rapport aux faits commis et sur leurs droits. Et cette information qui concerne les victimes porte également concerne également les personnes poursuivies. Donc c'est une information à tous les niveaux de la chaîne pénale. Une information qui concerne tous ceux qui sont impliqués, soit dans la commission des infractions en tant qu'auteurs, soit en tant que victimes. La protection des droits de la défense reste au cœur du dispositif. Les garanties procédurales sont réaffirmées, les droits des accusés consolidés. À chaque étape, la réforme s'attache à concilier l'exigence d'efficacité judiciaire avec le respect des libertés fondamentales. Malgré les textes qu'on a, on peut avoir de très bons textes. On peut avoir les meilleurs textes du monde. Si l'application ne suit pas, on aura des textes qui vont rester purement dans le domaine de la théorie. Alors que ces textes-là ont été élaborés, le rabâchage a pris beaucoup de temps et l'idée derrière, c'est de faire en sorte que les droits des parties au procès soient mieux respectés. La cour d'assises est morte. Vive la chambre criminelle plus rapide, plus accessible, mieux encadrée juridiquement. Il appartient à chacun, magistrat, avocat, greffier et citoyen, de faire vivre cette nouvelle juridiction avec rigueur et humanisme.
Un mot de sport avant de boucler définitivement ce journal du football. Les Aigles Dames ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont été éliminées ce soir par l'équipe du Cap-Vert au compte du dernier tour des éliminatoires. Vainqueur 1-0 à l'aller à Praia, les nôtres ont été battus ce soir à domicile 4-2 par le Cap-Vert. L'équipe nationale dames ne jouera donc pas la phase finale de la CAN féminine prévue au Maroc. Voilà, les Aigles Dames éliminés donc. Un grand merci à nos téléspectateurs de Banamba, Touba, Sirakole, c'est dans la région de Koulikoro. C'est donc la fin de ce journal. On remercie la rédaction et toute l'équipe de réalisation. Demain, on se retrouve, même heure, même plateau. Ensemble, nous sommes forts, que notre pays reste debout et béni. Bonne soirée à tous.